Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour à celles et ceux que j'ai déjà eu le plaisir de voir depuis le début de cette première édition du Empowering Journey Summit. Bienvenue à cette deuxième conférence pour parler du sexisme au travail. Je vous propose d'ailleurs d'entrer directement dans la matière en invitant Morgane Bontemps et Stéphane De Bruyne, comédiens formateurs pour l'association Co-Théâtre, sur scène. Bonjour. Morgane et Stéphane, vous intervenez. Ah oui, je crois qu'il y a un petit mouvement comme ça. Voilà. J'ai encore un petit mot à dire, pardon, merci. Donc Morgane et Stéphane, vous intervenez dans des entreprises et des collectivités pour accompagner aussi bien des managers que des collaborateurs et collaboratrices sur les thématiques de l'inclusion, du handicap, du sexisme et de la diversité. Nous avions fait appel à vous l'an dernier au CFL dans le cadre d'une sensibilisation. Et donc, on a hâte de découvrir les scènes que vous allez nous montrer aujourd'hui. Merci beaucoup, Jennifer. Merci. Alors, pour être plus précise et précis, on va vous présenter pour l'instant 2 extraits d'une scène plus longue qui dure une vingtaine de minutes. Là, il y a 2 scènes de cette courte pièce que vous allez voir. Moi, je vais jouer le rôle de Pauline Levert et Stéphane, qui est un excellent comédien, joue 2 rôles. Ouais, oui, il est meilleur, c'est comme ça. C'est en fonction de l'âge, hein. Je suis un peu plus âgé que ma collègue, donc j'ai eu 2 rôles. Non, ça dépend vraiment effectivement des spectacles. Là, c'est vrai que dans ce spectacle, c'est Morgane qui fait le fil conducteur. On suit son parcours dans ses interrogations professionnelles. Et moi, je suis amené à jouer des collègues. Et là, en l'occurrence, sur ces 2 extraits, donc je vais jouer au début Alessandro, qui est son collègue, son binôme, avec qui vraiment il y a une proximité. Et donc, Alessandro n'aura pas de lunettes. Et ensuite, magie du théâtre. Pour les lunettes, je serai Sébastien Mialon, un client très important dans la société. Voilà. C'est Clark Kent et Superman, en fait. Bon, et à tout de suite. Place au théâtre. Place au théâtre. Bonjour. Alors moi, je m'appelle Pauline Levert. On m'a demandé de venir vous parler aujourd'hui d'équité, femmes-hommes, tout ça dans le monde de l'entreprise. Donc moi, je travaille chez Elco. Donc depuis 3 ans maintenant. Je m'y plais beaucoup. C'est un travail qui me stimule, qui me challenge. C'est ce que j'attends de ma vie professionnelle. Donc je suis très contente. En revanche, si je puis dire, il y a une question qui me taraude bien souvent dans le cadre de mon travail, tout mon parcours professionnel, c'est la question de l'égalité femmes-hommes. Voilà, j'ai pu rencontrer certaines situations qui font que je me pose quelques questions. Voilà. Écoutez, le mieux, c'est que je vous montre ces situations, tout simplement. J'en ai une qui me revient en tête, là, au début de la semaine, lundi. J'arrive en salle de pause, à la machine à café, et là, il y a déjà mon collègue Alessandro qui boit un café, qui est au téléphone avec un ami. Il faut savoir que le vendredi soir précédent, on avait eu un gros after-work avec toute la boîte, et j'arrive ce lundi matin. Ouais. Non, je suis en pause, là, je vais à la machine à café. Quoi ? Ah ben non, vendredi soir, j'étais pas avec Chloé, puisqu'on avait notre Best of Friday. Hein ? Tu sais, c'est nos after-work, quoi. Non, ça va, c'est pas pseudo-corporate, relou et tout ça. Non, c'est vachement sympa. Et tu sais, en plus, maintenant, il y a Joe et Mel, là, mes potes de promo, donc on se marre bien. Et puis, j'ai aussi ma collègue Pauline. C'est carrément en train de devenir une pote. Ah bah tiens, justement, parlant d'elle, elle arrive. Bon, je te laisse, Samy, on en parle plus tard. Ouais, à plus, ciao. Ça va ? Ouais, ça va, et toi ? Salut, mon pote. T'as passé un bon week-end ? Ouais, super, ouais. Enfin, pas hyper reposant, quoi. Ah ouais ? Entre l'after-work de vendredi soir et le semi-marathon de dimanche, alors je me suis éclaté, mais alors la semaine, elle commence durement. Oh. Ah ouais, non mais attends, en même temps, semi-marathon, toi tu commences la saison des courses sur les chapeaux de roue. Hein. Carrément. Ouais. Et je veux te dire qu'aujourd'hui, j'ai mal partout. Ah bah tu m'étonnes. Non, mais en plus, vendredi soir, on avait fini super tard. Enfin, remarque, t'es parti vers quelle heure, toi ? Oh, afterwork, je suis parti vers 23h30 à peu près. Ouais, à peu près comme tout le monde, quoi. Ouais. Enfin, si, on est resté à quelques-uns. Il y avait qui ? Il y avait Joe, Pierrick, Raph. On s'est lancé dans un concours de blagues. T'as raté ça, quoi. Ouais. Je suis pas certaine d'avoir loupé... Pardon. Non, mais il n'y a pas de mal. Mais...
Non, 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 mais bon, voilà, tu sais, tous ces moments-là, entre vous... Attends, Bah, c'est pas entre nous, forcément- là, de quoi tu parles? Non, mais tu vois bien ce dont je veux parler, Alessandro, les ambiances, tu vois, entre vous, là, quand Bah vous non. vous retrouvez... Bah si, Alessandro, entre mecs, hein. Bah attends, quand vous vous retrouvez entre mecs, là, c'est pas forcément mon truc, tu vois, les bonnes grosses blagues, moi je m'en fiche, je peux rester tant que je veux, il y a Bobonne qui reste à la maison pour s'occuper des gosses. Attends, on les entend, hein, les petites remarques sur la nouvelle petite serveuse du pub, sur la petite réceptionniste, bah si, on entend tout ça, tu sais. Attends, amalgame, généralisation, stigmatisation, quoi. Ouais. Franchement, attends, Pauline, tu m'as déjà vu, moi, avoir des propos incorrects ou quoi envers toi ou une collègue? Non, non, c'est vrai, t'as raison. Toi, je t'ai jamais entendu ou vu avoir un propos ou un comportement discriminant, mais je parle plus de... Ben, je sais pas comment te dire, quoi, certaines ambiances de groupe, quoi, tu vois, avec certaines blagues, certains propos tenus par certains, tu vois. Ah ouais, alors c'est qui, là, certains? Ah non, alors compte pas sur moi pour balancer qui que ce soit, en fait, ça peut être chacune d'entre nous, hein. Hmm. Tu vois, c'est l'effet groupe, quoi. Le problème, c'est l'absence de réaction quand ça se produit, tu vois. Bah, toi non plus, tu dis rien, hein? Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas facile. On a une super ambiance de boulot ici, c'est convivial, c'est Oui. décontracté. Ouais, des fois, moi aussi, j'entends des propos un peu border, un peu limite. Et bah, écoute, je fais comme si j'avais rien entendu, quoi. Mais bah, moi, je pars, hein. Tu vois, au final, c'est chacun sa technique. Et après, ok, les after-work, ok, on est entre collègues, mais en même temps, c'est des moments informels. Tu vas pas empêcher les gens de rigoler de ce qu'ils veulent avec qui ils veulent, quoi. Ah non, mais alors, je n'ai pas envie d'empêcher quoi que ce soit de faire qui que ce soit, mais je me rappelle, moi aussi, Ouais. bah, par exemple, le pot de départ à la retraite de Martine, tu te souviens? Ah bah ouais, je me souviens. Elle nous avait gâté, Martine, il y avait à boire et à manger pendant toute une semaine. Ouais. Bah, moi, je me souviens surtout qu'il était 17h, on était encore dans les locaux de la boîte, hein. Ouais. Tu te rappelles pas, là, Romain qui se lance dans un discours, là? Ça te dit rien? Non. Martine, oulala, alors là, Martine, alors je peux vous dire qu'elle m'a appris énormément de choses, hein. Tant d'un point de vue professionnel que d'un point de vue personnel. Parce qu'avec Martine, j'ai compris une chose, les femmes mûres, c'est comme les vieux pulls, ça peut toujours servir. Non mais tu te souviens pas de son discours, là? Je te jure, moi j'ai entendu ça, ça m'a... Bref, je suis partie, quoi. Bref. Ah, Hein? excuse-moi, je voulais te demander, je saute du coq à l'âne, t'as eu le temps de jeter un coup d'œil à ma présentation là pour le rendez-vous avec Mialon? Ah bah ouais, eh ben, elle est top, ta présentation, quoi. Ah super. Ah non, mais c'est grave, toi, t'es super doué sur les PowerPoint. Moi, c'est vraiment pas mon truc, hein. Enfin, en même temps, déjà, à l'école, mes devoirs, mes exposés, c'était des vrais torchons. Heureusement que j'avais pas de difficultés scolaires. Ah bah écoute, tu ne peux pas être excellent dans tout, Alessandro. Oh, t'exagères. Non, mais après, j'ai remarqué quand même, c'est vrai, les filles, vous êtes plus appliquées sur ce genre de choses, quoi. Vous êtes plus soigneuses. Et d'ailleurs, tu fais une propale avec une fille, c'est des jolis slides garantis, hein. Ah ouais. Alors par contre, il y a un truc que j'ai pas compris. Tu me l'as envoyé, c'était quoi samedi soir, genre 23h30, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Genre son mec, il s'est fait une soirée foot avec ses potes, elle s'emmerde, elle se met à bosser à la maison. Mais dis donc, ça, ce serait pas un propos un petit peu border, Alessandro? Ah? Oh, ça va, c'est une petite blague, je voulais pas t'offenser. Ah non, mais tu m'offenses pas du tout, je te rassure. J'ai entendu largement pire. Bon, écoute, je dois te laisser, j'ai une visio dans 2 minutes. Ok, bon, on se voit plus tard pour Ouais, Mialon. Hein. ouais, à toutes. À toutes. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Je ne me sens pas discriminée à proprement parler, hein, mais il y a certains moments quand même où la question de l'égalité femmes-hommes, bon, ça me paraît pas tout à fait ça. Et pour tout vous dire, quelques jours après, on avait rendez-vous avec ce fameux Sébastien Mialon, donc gros client en perspective, assez vieille école, faut bien dire ce qui est. On avait vraiment travaillé notre rendez-vous avec Alessandro, on l'avait vraiment bossé, on voulait absolument avoir ce projet. Et moi, d'autant plus, parce que je revenais de congé maternité. Je ne vous cache pas que ce projet avec Sébastien Mialon, c'était le premier projet intéressant qu'on me confiait depuis mon retour de congé mat, hein. On m'avait bien fait comprendre qu'il fallait que je prenne le temps de raccrocher les wagons, voilà, tout ça. Donc on me confiait enfin un projet ambitieux, intéressant. Et c'est ce rendez-vous avec Alessandro et Sébastien Mialon que je vais vous raconter. Donc imaginez, Alessandro, il était assis là, moi j'étais assise là, ok, et Sébastien Mialon était assis là. Ah, monsieur Romagnoli, enfin, nous avons réussi à caler ce rendez-vous. Écoutez, je suis vraiment désolé pour tous les reports, mais c'est très sport ici en ce moment. Non, mais j'espère que vous m'en voulez pas. Non,
Je tiens à m'excuser. Bonjour Pauline, Bonjour. comment ça va? Eh bien, asseyons-nous et commençons. Donc, voilà, je fais ma présentation à Monsieur Mialon. Bon, je vous l'épargne, hein, pardon, elle est assez ennuyeuse et plutôt technique et confidentielle de surcroît. C'est très clair, hein, c'est très fluide cette présentation. Merci beaucoup Pauline. Alors, Monsieur Romagnoli, c'est une proposition très intéressante. J'aurais quand même quelques points à revoir avec vous avant d'en accepter le déploiement, notamment au niveau du repositionnement marketing. Voilà, donc je vous passe au moment. En tout cas, Alessandro et moi-même, nous répondons conjointement aux demandes et aux questions du client. Merci, hein, merci pour ces précisions, Alessandro. Vous permettez d'ailleurs qu'on s'appelle par les prénoms, hein. Moi, c'est Sébastien. Nous allons entamer une longue collaboration. Sortons des formalités, hein. Voilà, donc on arrive enfin au terme du rendez-vous. Eh bien, bravo. Vous m'avez conquis. Très à l'écoute de nos besoins, vous avez su nous faire une proposition qui nous correspond parfaitement. Et j'ajouterai, hein, Pauline, sans trivialité, que cette présentation a été un charmant moment. D'ailleurs, mon assistante reviendra vers vous pour planifier les prochains rendez-vous. À bientôt, bonne journée. Voilà, donc ma présentation a été un charmant moment. Apparemment également, je suis l'assistante d'Alessandro, donc je vous avouerai que sur le moment, j'ai pas du tout su comment réagir. Hein. Alessandro non plus, d'ailleurs, il a fait comme il fait d'habitude, c'est-à-dire qu'il a rien dit. Moi, j'ai fait comme je fais d'habitude. Je suis partie. Voilà. Si vous avez des conseils, des retours d'expérience, n'hésitez pas, parce que moi, je ne sais pas comment réagir dans ces cas-là. Et voilà, fin des extraits. Merci. Merci beaucoup. Merci Morgane et Stéphane pour ce témoignage. Nous allons revenir sur ces scènes dans un instant. Je souhaite cependant demander à Annemie Makil de la ville de Luxembourg de nous rejoindre sur scène. Et en attendant, j'aimerais bien vous poser une question, cher public, au travers du code WooClap qui va s'afficher sur notre écran dans une seconde. Voilà, merci. Donc, généralement, vous savez comment ça fonctionne. Vous scannez, puis après, je vais vous poser la question. Si vous le voulez bien. J'imagine d'ailleurs qu'elle s'affiche. La question, c'est comment évaluez-vous le sexisme dans votre entreprise? Avec 4 possibles réponses. Aucun, un peu, fréquent ou en permanence. En attendant les résultats, on peut citer le chiffre du baromètre Stop sur le sexisme ordinaire au travail de mai 2025, qui souligne que 70% des femmes ont déjà été confrontées personnellement à une situation discriminatoire ou sexiste au sein de leur entreprise ou organisation. Alors, on est sur du peu présent, c'est très encourageant. Pas du permanent, du très présent. Bon, entre très présent et peu présent. En tout cas, les exemples, je pense, nous ont montré que le sexisme existe. Des fois, il est peu palpable, mais c'est justement ce qu'on va discuter maintenant. Justement, je vais vous poser la première question, Morgane et Stéphane. Nous avons été témoins dans les scènes du sexisme au travail, mais de quoi parle-t-on exactement ? Alors, donc comme on vous le disait, ce sont 2 extraits d'une scénette d'une courte pièce de théâtre. Nous, dans les formations qu'on propose, ce sont des formations par le théâtre, comme on est comédien, comédienne. On commence par jouer la scénette entière, qui dure, dans le cas présent, une vingtaine de minutes. Cette scénette, après, elle est débriefée par les personnes du public. Donc nous, on est vraiment dans une interaction permanente avec les personnes et on fait appel à l'intelligence collective. Et effectivement, ça permet aux personnes d'identifier. Là, vous avez vu 2 extraits, mais plein de types de sexisme différents, les plus courants. Donc là, on en a vu quelques-uns. On a vu les stéréotypes de genre. Les filles, elles sont hyper douées pour les slides. Elles ont un côté artistique, comme ça. On a vu la discrimination sur la maternité, par exemple. On a vu le comportement du client qui ne calcule pas du tout Pauline, qui l'appelle Pauline, alors qu'il appelle son binôme Alessandro. Donc tout ça, tous ces types de sexisme sont repérés par les différentes personnes présentes, enfin par tout le public. Nous, on est vraiment là pour
ouvrir cette parole. Et après, notre rôle à nous, c'est de repréciser donc, tous les différents types de sexisme que les gens ont pu percevoir, qu'ils ont pu identifier sans forcément savoir les nommer. On les nomme précisément, on les identifie, et après, on parle plus précisément du cadre légal, qu'il soit français, qu'il soit luxembourgeois, en matière de harcèlement sexuel. Et on définit tous et toutes ensemble quelles sont les limites. Ça, c'est souvent la question des limites qui nous sont posées, à quel moment on outrepasse les limites. On définit ensemble ces limites au regard de la loi, et après, on propose d'autres apports qu'on va pouvoir développer plus tard, il me semble. Donc, dans un premier temps, en tout cas, on identifie le sexisme dit ordinaire, voilà, encore une fois, discrimination sur la maternité, les stéréotypes de genre, ce qu'on appelle le sexisme paternaliste, le masque de l'humour, enfin les masques de la séduction. En France, il y a la galanterie aussi qui occupe beaucoup de questions sur les questions du sexisme. Donc une appréciation des femmes comme des êtres fragiles. Voilà, donc on nomme tous ces types de sexisme. Et vous expliquez alors du coup les différences entre les différents sexismes, ordinaires, paternalistes, hostiles, pour que justement ces concepts soient connus par le personnel, en tout cas qui est invité à ce type de sensibilisation. Oui, on essaie. Alors effectivement, comme le disait Morgane, c'est vrai que nous, on se présente toujours comme comédiens, animateurs, formateurs. On n'a pas l'ambition d'être expert dans ce domaine. On dit toujours, effectivement, on n'est pas spécialiste juridique, on n'est pas RH. Vous avez des ressources au sein de votre entreprise qui sont beaucoup plus qualifiées la plupart du temps peut-être pour mieux préciser ces questions. Nous, on est beaucoup dans de l'interaction. Et effectivement, le fait de montrer à travers des séquences ou après des exemples de jeux, par contre, peut avoir un aspect plus impactant que, admettons, juste dire, tiens, le sexisme, c'est ça. Là, comme je vais le faire maintenant, on va s'appuyer sur des exemples qu'on a pu voir dans la séquence. Donc, c'est vrai qu'on demande parfois aux personnes, qu'est-ce que c'est pour vous le sexisme? Parce qu'on parle beaucoup de ça, mais on se rend compte que c'est difficile de le définir. On ne va pas forcément avoir une définition en tête qui va nous arriver comme ça. Donc on peut faire parfois un nuage de mots au départ. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous mettez derrière l'idée du sexisme? Et là, on va avoir peut-être discrimination, inégalité. On va commencer à avoir des choses qui vont émerger. Et puis après, on va proposer une définition. Donc on dit toujours, c'est une définition, elle n'a pas non plus... il y en a d'autres qui pourraient être aussi correctes. Donc on va dire effectivement que le sexisme ordinaire s'entend de l'ensemble des comportements, propos et attitudes liées au rôle stéréotypé attribué aux femmes et aux hommes qui ont pour objet ou pour effet, et ça c'est important, parce que souvent on dit oui mais ce n'était pas mon objectif, mais effectivement si l'effet que ça m'a fait c'est que je me suis senti offensé ou délégitimé, eh bien c'est la même chose. Donc qui ont pour objet ou pour effet de les délégitimer, de les inférioriser, de les déstabiliser de manière insidieuse. Et on va parler de 7 types de manifestations du sexisme ordinaire qui sont identifiés par les spécialistes et par les sociologues. Le plus courant, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est effectivement le sexisme sous le masque de l'humour. Les fameuses blagues qu'on peut faire, et puis « oh, ça va, on ne peut plus rien dire voilà, ce qu'on entend beaucoup, on ne peut plus rigoler, c'est bon, c'est parce qu'on est au boulot qu'il faut être coincé aussi. Et donc, sous le masque de l'humour, je vais pouvoir faire passer certains messages que j'ai peut-être envie de faire passer d'une manière indirecte. Et ensuite, par rapport à ta question, c'est vrai qu'on a effectivement un sexisme soi-disant bienveillant qui serait le paternalisme, qui vient on va en parler après, mais de culturellement notre société. Et qui va se traduire, notamment dans la séquence théâtrale, c'était beaucoup ce que faisait le client, Monsieur Mialon, vis-à-vis de Pauline. C'est comme si d'un coup Pauline, ça devenait ma fille, ou voilà, ou je pourrais dire, voilà, je disais, oh c'est charmant, c'est sympa. Je pourrais effectivement, dans le paternalisme, on aura des petits surnoms. Ma puce, tu seras gentil, tu prends les notes pendant la réunion, hein, parce que toi tu le fais bien. Ma belle, tu nous fais un petit café? Voilà, c'est-à-dire qu'un paternalisme comme si je me comportais voilà, en tant que bon père de famille vis-à-vis de mes collègues féminines. Alors c'est en plus compliqué quand il y a une notion hiérarchique qui s'est installée dans le rapport. Donc ça c'est un sexisme qu'on voit beaucoup. Et effectivement de nombreuses femmes disent en être victimes au travail. Celui donc de sexisme hostile qui va être peut-être...
plus, peut-être moins présent, mais qui peut être évidemment très offensant et très agressif. Ça va être ça a été évoqué dans la précédente conférence, mais c'est beaucoup effectivement couper la parole aux femmes. En fait, c'est vraiment un sexisme qui va faire que vraiment dans mon attitude, je vais montrer que je n'ai pas le même respect pour une femme que pour un homme. Et que pour moi, une femme n'a pas... je vais couper la parole en réunion, je vais effectivement remettre en cause son avis, ça sera... Non, mais cela, c'est un sujet technique. Denis, tu peux t'en emparer parce que comme ça, on ira plus vite. Je dirais, attends, mais moi, j'en ai marre, je veux pas de bras droit féminin, hein, parce que c'est toujours des crises d'hystérie, à la moindre petit coup de pression, ça part en pleurs, et ça part... enfin bon, bref. Puis quand elles sont là, hein, parce qu'à 17h, il n'y a plus personne, quoi. Donc, on va être sur une forme de sexisme qui va être beaucoup plus agressif, beaucoup plus hostile, après, on peut se poser la question, est-ce qu'il y en a un qui est plus grave que l'autre? Est-ce que celui qui est plus bienveillant, il est plus sympathique, plus gentil? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on va donner ces exemples et puis de temps en temps, on va les jouer. On va les montrer, comme je le fais un peu là. On va vraiment les jouer pour dire, est-ce que ça, c'est des choses que vous entendez? Est-ce que vous avez déjà entendu? Et je peux vous dire qu'au niveau des témoignages, c'est souvent, oui, on les a entendus, des fois bien pire. Et alors, peut-être de moins en moins aussi, heureusement, j'espère. Merci beaucoup. Merci. Anémie, vous êtes responsable RH au département Prévention, Santé et Diversité et chargée à l'égalité des chances à la ville de Luxembourg. Comment est-ce que vous caractérisiez le sexisme sur votre lieu de travail et quels impacts du sexisme est-ce que vous avez observés? Je dirais que c'est un peu pareil que pour toute la société. Le sexisme chez nous est très présent, pour ne pas dire omniprésent. Ce n'est pas forcément un sexisme très visible, hostile, mais c'est plutôt un sexisme qui est plus inconscient même, voire invisible en fait. Et pourquoi cela? En fait, parce que les idées, les croyances relatives aux capacités des femmes et aussi des hommes sont profondément ancrées dans notre société. C'est ce que Stéphane a déjà justement dit avant. Notre société fonctionnait pendant des centaines d'années, voire pour ne pas dire milliers d'années probablement déjà, d'une certaine manière, avec une certaine structure sociale, avec une place spécifique qu'on donnait à la femme dans le mariage, dans la famille, dans le monde de l'emploi, et qui est, il faut l'avouer, très souvent de second rang. La femme était même considérée comme inférieure à l'homme pendant très longtemps. Et beaucoup de réglementations, de lois, etc. se sont même basées sur cette idée-là. C'est cette société paternaliste. Et donc, il y a des stéréotypes qui sont liés à ce système. Donc, si je vois toujours les femmes qui passent leur temps à la maison à faire le ménage, mais je pense que je suis persuadée à la fin que les femmes savent mieux faire le ménage que les hommes. Et après, donc en vice-versa, ce sont aussi ces stéréotypes après qui légitiment ce genre de système. Il faut dire que ce système, ça arrangeait tout un temps la société. Ceux qui étaient au pouvoir profitaient de ce système. Et ça, ce système-là ne va pas faire halte aux portes de l'entreprise. Et ce n'est pas, même si il y a eu beaucoup d'évolutions, comme le workshop d'avant, ça a été précisé, il y a beaucoup d'évolutions, mais je pense que si Madame Latch va peut-être me corriger, est-ce que ce n'était pas en 1970 que les femmes pouvaient ouvrir un compte sans l'accord de leur mari? Donc ça date qu'il y a 50 ans. Donc ce n'est pas en 50 ans qu'on va changer tout un système qui fonctionnait comme ça pendant longtemps. Et justement, cela ne fait pas halte aux portes de l'entreprise. Donc, ces stéréotypes impactent les priorités de l'entreprise, les décisions, le recrutement. Est-ce que je recrute plutôt un homme ou une femme pour ce poste? Mais ça peut être lié aux stéréotypes que j'ai et que je ne remarque même pas parce que je suis née dans ce système. On ne remarque même plus. Et donc, c'est donc la base aussi de multiples discriminations. Et ça, c'est le cas aussi chez nous. Je veux dire, j'ai observé tous ces phénomènes-là, je les ai observés. Je ne veux pas dire que j'observe ça tous les jours, à tout moment, mais si j'ouvre les yeux et je fais vraiment attention, je vois plein de choses. C'est pour ça que je dis c'est omniprésent. Donc, c'est donc la base de discrimination que je paye peut-être moins les métiers sociopédagogiques que les métiers plus techniques. Voilà. Même si une femme qui fait un métier technique est
payées de même manière qu'un homme qui fait ce métier, mais si les femmes se retrouvent plus au métier non technique, ben, elles sont moins bien payées. Donc voilà, il y a aussi le harcèlement sexuel, qui est aussi directement lié au sexisme. Si on n'avait pas de sexisme, on n'aurait pas de harcèlement sexuel. Et ça aussi, je l'observe systématiquement chez nous, parce que je suis en charge des cas de harcèlement sexuel. Et là, les attitudes, enfin, on voit de nouveau la société paternaliste, le droit sur le corps des femmes. Donc, et dans les cas de harcèlement sexuel, il y a toujours cette idée qu'on avait le droit. On avait le droit de faire ses compliments ou de oui, bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc, il y a aussi un impact direct sur l'ambiance de travail aussi. Donc, un milieu sexiste, si je travaille dans un milieu sexiste, c'est stressant en fait. Je ne me sens pas à l'aise. Il y a un impact direct sur mon bien-être. Et donc, après, il y a un impact sur l'absentéisme, la santé, et donc, finalement, sur la productivité aussi de l'entreprise. Donc, on a tout intérêt, en fait, à faire quelque chose contre le sexisme et justement pour les milieux de travail inclusifs. Voilà. En effet, merci beaucoup pour ces explications et cette ouverture. En effet, ces impacts sont importants. Est-ce que vous les thématisez, ces impacts aussi, pendant vos sensibilisations pour aider à faire comprendre pourquoi c'est important de stopper des comportements sexistes, surtout dans le cadre du travail? Oui, effectivement, on les nomme. Souvent, on fait appel au vécu, aux connaissances des personnes, parce qu'on connaît tous plus ou moins des personnes qui ont été victimes soit de harcèlement sexuel, soit de harcèlement moral, soit de harcèlement scolaire, soit de cyberharcèlement. Les mécanismes de ces harcèlements sont les mêmes, les modalités sont différentes, mais les mécanismes et les impacts sur les personnes sont les mêmes. Donc bien souvent, les personnes ont des choses à partager de leur vécu, de leurs proches, des personnes qui prennent la parole parfois en leur nom propre, ça arrive. Et effectivement, on les thématise. Alors c'est tellement vaste, c'est tentaculaire les impacts que parfois c'est désespérant quand on voit tous les impacts qui existent, mais d'abord on se focalise sur les effets, en tout cas dans un premier temps, sur les personnes victimes. Donc évidemment, qu'est-ce que ressentent en premier les personnes victimes? De la honte, de la culpabilité. Elles adoptent des stratégies d'évitement en pensant que c'est de leur faute. Si elles changent leur comportement, le harcèlement va cesser. Première chose. Donc on parle de l'impact psychologique, on parle de l'impact somatique sur les personnes victimes, sur leur santé physique, parce qu'on somatise la violence qu'on ne peut pas exprimer, santé mentale évidemment. On parle bien sûr des impacts personnels sur la vie de famille, sur le couple, sur les enfants. Quand on a cette violence au travail, elle sort toujours à un moment ou à un autre, donc on va éclater, on va crier sur les enfants, il y a une dispute qui va éclater avec son conjoint, sa conjointe, enfin voilà. Donc tout ça, ça a des impacts sur la vie personnelle déjà dans un premier temps. Évidemment des impacts sur la vie professionnelle, sur l'entourage. Une collègue qui était très sympathique et cordiale, tout d'un coup qui devient agressive, qui devient irritable, on ne comprend pas pourquoi, elle a l'air toujours fatiguée, elle n'est plus concentrée, elle n'arrive pas à travailler, elle oublie plein de choses, donc on se dit mais qu'est-ce qu'elle devient, elle devient incompétente, on a l'impression que la collègue n'est plus compétente ou n'est plus à son travail. En réalité, elle vit bien des choses qu'elle ne peut pas nommer parce qu'elle est... Et on va venir après parler du déni. Il y a une longue période du déni et on va parler de la temporalité des personnes victimes, c'est-à-dire qu'il va y avoir un long temps avant qu'une personne victime puisse reconnaître pour elle-même qu'elle est victime d'un harcèlement, qu'il soit sexuel, qu'il soit moral. Donc tout cela, on va en parler. Ça, c'est très important pour les RH parce qu'effectivement, on fait beaucoup de mise en situation avec les RH pour recueillir la parole d'une personne victime, par exemple, ou d'un collègue qui recueille la parole d'une collègue qui vit une situation de harcèlement. Donc comprendre que ce déni, il faut toujours garder une porte ouverte, dire écoute, moi en tout cas, si tu as envie de parler de ce à quoi j'ai assisté ce matin, je suis là. Ma porte est ouverte, on peut en parler. Et ensuite, évidemment, et ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, et vous l'avez nommé tout à l'heure, l'impact très concret que ça a à court, moyen, long terme sur la vie des femmes. Vous parliez de la retraite, effectivement, les femmes qui sont largement... alors en France, si je ne me trompe pas, le chiffre du travail à temps partiel, c'est 80%. Par rapport à vous, on explose le plafond. Donc je dis toujours aux jeunes femmes qui sont dans la salle et aux femmes
et je le dis sans aucune acrimonie pour les hommes, parce que c'est pas du tout les hommes que je vis, je dis juste aux femmes, maintenant il y a un couple sur 2 qui se sépare, je dis donc préparez vos arrières aux femmes, ayez conscience de ça quand on est un couple qui s'aime, quand on est un homme, une femme qui s'aime. Si un jour on se sépare, il faut pas qu'une telle situation de paupérisation puisse arriver. Donc il faut prendre ça en compte quand on est en couple, il faut parler de ces choses-là, ça a des impacts réels, et encore une fois, donc tout ça, on en parle. Donc on voit que les impacts sont tentaculaires, quoi. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais continuer à en parler pendant des heures. Merci Morgane. On a vu dans vos propos que le sexisme, il est persistant, mais souvent aussi inconscient. Et pour le moment, en fait, finalement, c'est souvent les femmes qui essayent à leur niveau de développer des stratégies d'évitement. Et donc, il faut essayer d'effectuer un travail de déconstruction collectif. Mais en fait, la question, c'est de savoir comment. Anémie, qu'avez-vous mis en place pour thématiser le sexisme donc à la ville de Luxembourg? Quels ont été les défis et quels conseils donneriez-vous sur la base de votre expérience? Voilà, oui, justement, nous avons pensé qu'il faut faire un travail de prise de conscience, donc d'information, puisque nous partons du fait que c'est pas volontaire, mais donc il faut bien informer les gens sur ce qui se passe pour qu'ils réalisent et pour qu'après ils puissent prendre les bonnes habitudes pour la prévention. Donc, ce que nous avons fait, il faut commencer quelque part, donc il faut encore faire beaucoup de travail, ça je suis d'accord. Nous avons commencé avec une brochure et une campagne de harcèlement, de sensibilisation sur le harcèlement sexuel. Parce que justement, c'est ce qu'on constatait, je ne savais pas, je ne réalisais pas que c'était ça du harcèlement sexuel. Donc il fallait bien expliquer que ça, ces propos-là, ce genre de propos, c'est sexiste. Nous, je ne sais pas quelles sont vos entreprises, mais si vous avez des ateliers, la chose typique, c'est aussi les posters, les sacrées affiches avec Pirelli, si je peux le dire, ou autres, avec des femmes semi-nues, voilà. Donc, c'est affiché dans les ateliers, mais on ne réalise pas souvent que c'est quelque chose de sexiste. C'est normal, en fait, parce que c'était toujours dans les ateliers. Donc, nous avons fait des brochures d'explications avec des exemples concrets et aussi des formations. Des formations donc d'1 heure, je venais d'en faire une, avec des courtes définitions, parce que si on se perd dans les définitions, les gens n'écoutent même plus. Et là, je reviens un peu au défi, parce que vous m'avez demandé sur les défis. Il y a plusieurs défis. De un, dépendant des qualifications qu'on a, on n'a pas forcément beaucoup d'études et on n'a pas forcément l'habitude de lire des longs textes. Donc, il faut utiliser un langage simple pour qu'on puisse vraiment comprendre ce qu'on veut dire. Sinon, on déconnecte vite et on se dit « ça, c'est pas pour moi ». Et aussi au niveau des exemples qu'on donne. Il ne faut pas prendre un exemple du bureau, mais il faut prendre un bureau du terrain, si on parle à des gens du terrain. Et ça, c'est un vrai défi. Surtout si nous, on veut parler avec l'entièreté, on veut s'adresser à l'entièreté de notre population. Je pense que c'est un peu la même chose à la CFL. Voilà, donc ça, c'est un défi. Donc la dernière formation que nous avons donnée, il y avait beaucoup de vidéos dedans, justement, même qui étaient plutôt... penser au début à des enfants, par exemple, genre ceux qui connaissent les news pour enfants logo de ZDF, je pense, ils ont parfois des courtes explications de ce que c'est le racisme ou l'homophobie, et c'est très bien expliqué, mais c'est même pour quelqu'un qui pense y connaître une bonne explication. Donc on a plutôt utilisé ça. Et donc un autre défi que nous avons rencontré, ça, c'est le backlash. Donc, c'est un peu un retour en arrière. En fait, avec des gens comme Trump et aussi ailleurs, ils osent à dire qu'il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes, quelque part. Donc, on revient en arrière sur les anciennes traditions, justement, avec l'idée que génétiquement, les femmes sont différentes des hommes au niveau de leur capacité. Genre, s'il y avait le gène ménagère. Mais on ne peut pas, si on fait un travail de sensibilisation, il faut partir du principe vraiment que les hommes et les femmes sont égaux. Et
donc, sinon, on ne peut pas faire ce travail de prévention. Et donc, j'ai eu, lors de notre dernière formation, il y a des gens qui osent mettre leur doigt et dire « Oui, mais je ne vois ça pas du tout comme ça ». Et là, il faut être préparé, en fait, à répondre à ce genre d'intervention. Donc, si vous voulez faire ce genre de formation dans vos entreprises, je pense que c'est quelque chose à laquelle il faut être préparé. Voilà. Oui, merci. Et puis on a beaucoup échangé. Il y a beaucoup de défis similaires aussi au CFL, donc c'est vraiment un échange très, très fructueux. Morgane et Stéphane, voilà, expliquer les concepts, les définitions, mettre en situation, mais comment on peut aider les personnes à mieux réagir en tant que témoins ou victimes, par exemple? Alors effectivement, c'est vrai que nous, dans nos sensibilisations, nos ateliers ou nos formations, une fois qu'on a fait les scénettes, le débrief, qu'on a amené quelques apports, le cadre légal, on va effectivement passer à la pratique. Parce que, c'est ce qu'on dit là, effectivement, c'est bien beau. Après, on se rend compte que souvent, on se trouve démunis. On ne sait pas comment réagir. C'est ce que disent d'ailleurs nos personnages, hein, que ce soit Alessandro ou Pauline, dans la séquence, ils disent encore une fois, j'ai rien dit. Et donc, on va essayer. On va faire, soit si on est en grand groupe, on va faire ce qu'on appelle un théâtre forum, comme on pourrait le faire là avec vous. Et on dirait, tiens, reprenons la séquence avec Monsieur Mialon. Et puis, on rejoue un petit bout de séquence. Par exemple, quand je vais dire, ah, très bien, Pauline, super cette présentation, c'est très fluide. Et Pauline, elle va se retourner vers le public, elle va dire, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je pourrais dire à Monsieur Mialon? Et on va prendre des propositions. Peut-être quelqu'un va lui dire ah, vous êtes vraiment un gros lourd, Monsieur Mialon. Alors, on peut essayer. Ah, vous êtes vraiment un gros lourd, Monsieur Mialon. Il va dire excusez-moi, bon, j'arrête ce rendez-vous. Et on va se dire ah, là, c'était peut-être pas la bonne chose. Peut-être, on va dire peut-être Alessandro pourrait peut-être dire Monsieur Mialon, je vous rappelle que Pauline, voilà, est l'instigatrice, par exemple, de cette proposition. Et en fait, au fur et à mesure, on va essayer de recréer la séquence effectivement avec les propositions du public. Et sinon, on fait des mises en situation quand on est en plus petit groupe, où là vraiment on peut dire à quelqu'un de venir prendre la place avec nous sur le plateau, de faire peut-être voilà, un témoin de la scène ou de jouer le RH qui peut-être irait voir Pauline ou Alessandro pour débriefer sur cet entretien et de voir comment il pourrait apporter des clés. Et puis on parle beaucoup d'assertivité. Je ne sais pas si c'est une notion avec laquelle vous êtes familière. On aime bien parler d'assertivité parce que, en fait, l'assertivité, ce serait effectivement cette capacité qu'on aurait à s'affirmer dans son ressenti, dans ses besoins, dans ses émotions, s'affirmer mais sans s'imposer, s'affirmer quand même dans le respect et la considération de l'autre. Et c'est très compliqué à faire, surtout quand il y a du stress, du fait de recevoir soit témoins, soit d'être victimes de ce genre de choses. Souvent, on se retrouve sidéré, on ne sait pas comment réagir. Et on va se rendre compte, effectivement, l'assertivité, ça se pratique. Ce n'est pas du tout naturel. L'être humain, il a du mal à être assertif. Bien souvent, il va être soit passif, comme l'ont pu l'être Pauline et Alessandro. Je dis rien, je préfère ne rien dire, voire si comme elle disait, ah bah oui, mais quand je vois qu'il y a un tel et un tel qui commencent leur blague, je préfère partir. Soit il va être agressif, ce qui aura des conséquences aussi même dans le travail. Donc c'est-à-dire que ça va être, je peux dire, mais vous êtes vraiment des gros lourds, vous les gars, on est en 2026, là, c'est fini les machos, quoi, calmez-vous un peu. Si je commence à dire ça à mes collègues, ça va être compliqué de travailler ensemble. Soit on va être dans la manipulation. Je veux dire, tu sais, moi, j'adore tes blagues là, sur les blondes et tout ça, non mais je suis mort de rire, quoi. Mais alors fais gaffe quand même, parce que tu sais, mettant les rages, tu sais comment ils sont, moi j'adore ça, mais fais attention. Hein. Ok, merci. On va dire, comment je pourrais être assertif, comment je peux dire, et là on va donner les grandes clés d'utilisation du jeu, du ressenti. Je suis mal à l'aise avec ce type de propos, je te rappelle que ce sont des propos sexistes. Comment je vais réussir à le dire sans agressivité, sans passivité, faire passer le message, et on va vraiment le faire sous forme d'atelier. Parce que bien souvent on a envie de dire quelque chose et on dit autre chose et on se comporte différemment. Voilà, c'est un petit peu ces mises en pratique qu'on fait pour s'entraîner, qu'on soit victime ou témoin de ce genre de situation. Non, c'est vrai que les témoins et la réaction des témoins, elle est vraiment centrale, et donc c'est important de soutenir les témoins et de les inciter donc à réagir. Et si je peux ajouter quelque chose, juste pour préciser un petit truc,
L'avantage d'une formation donc, telle qu'on l'a fait nous avec le théâtre, encore une fois, c'est que c'est très participatif. Les gens mettent la main à la pâte concrètement parce qu'ils viennent, on fait des mises en situation, c'est aussi très ludique et ça permet de donner un langage commun à tout le monde. C'est-à-dire que quand on va dans des entreprises, on voit tous les services, vraiment du stagiaire aux dirigeants de l'entreprise. Parfois, beaucoup de sessions. Et tout le monde a ce langage commun qui fait qu'on peut aussi, quand il y a un problème, permettre de dire hey, attention, rappelle-toi la sensibilisation, ce qu'on a dit, ça c'est du sexisme, ça c'est du harcèlement, et c'est quelque chose, ce sont des sensibilisations qui sont aussi très ludiques. Donc ça permet de faire ce petit rappel, tout simplement, qui n'a pas nécessité à être... on peut le faire de façon très informelle entre collègues, et on insiste toujours sur le fait que ça permet d'être solidaire, aussi bien de la personne qui serait victime de harcèlement, que de la personne qui, parfois, commet des agissements sexistes, comme on dit en France, on parle d'agissements sexistes, parfois sans même se rendre compte. Donc ça permet vraiment de garder cette ambiance et cette cordialité entre tous collègues. L'idée n'est pas de polariser les collègues, de polariser d'un côté les hommes et les femmes, etc. Au contraire, c'est qu'on soit tous solidaires du bien-être, de la santé mentale de chacun, chacune. Et encore une fois, ces formations, ça permet d'avoir ce langage commun. Voilà. Merci. Justement, s'il y a un cas, j'imagine, à la ville de Luxembourg, à Némy, vous avez développé des procédures en cas de sexisme, de discrimination ou de harcèlement. Comment est-ce que vous vous assurez que ces procédures soient connues et efficaces? Et comment est-ce que vous impliquez les managers? En fait, nous avons effectivement une procédure en place depuis 2010. J'estime qu'elle est claire, structurée et connue. Mais le problème, pour moi, ne réside pas vraiment là. Je ne suis pas sûre qu'elle est efficace, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà traité des cas, par exemple, de harcèlement sexuel. C'est très compliqué, en fait. Là, une personne vous dit « j'ai été harcelée », il m'a dit ceci, cela, voilà, dans ce contexte-là. Mais souvent, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de preuve, en fait. Donc, si je confronte à ce moment-là ce fait à l'auteur présumé, souvent l'auteur présumé me dit ce n'est pas vrai. Voilà. Et alors, on classe l'affaire. Et c'est très souvent cela. C'est rare que nous avons des WhatsApp ou des témoins qui peuvent après dire oui, ça a été dit exactement comme cela. Je dois dire que je trouve ça personnellement assez frustrant. Donc, comment est-ce qu'on implique les managers? Parce que c'est justement ça, là, pour moi, les managers, mais aussi le personnel. Je pense que c'est comme ça, peut-être, qu'on peut changer les choses. C'est de rendre responsable tout le monde, en fait. Tout le monde est responsable pour un lieu de travail égalitaire et inclusif. Donc, on essaye de sensibiliser et de dire, voilà, si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Parce que juste se faire confiance à la procédure, j'ai l'impression que ce n'est pas assez efficace. Bon, nous sommes aussi avec l'IMS justement en train de travailler sur un toolkit de prévention et de sensibilisation du harcèlement sexuel où nous voulons travailler sur des outils, comment prendre en charge. Et il y a ce genre de sujet aussi qu'on thématise et peut-être qu'on va trouver aussi des outils ou des outils de prévention aussi qui vont peut-être aider. Et si vous avez des idées, je pense que vous pouvez... je suis très, très, très intéressée, honnêtement. Voilà, on peut continuer. On a un petit peu le temps encore pour des questions-réponses, donc n'hésitez pas si vous avez une question à poser à nos experts ici ou un partage d'expérience. Nous avons un micro, donc n'hésitez pas à utiliser encore les quelques minutes qui nous restent. Sinon, avec grand plaisir pour continuer les discussions avec Anémie sur justement comment gérer ou continuer à améliorer la gestion du harcèlement sexuel et du sexisme au travail. Donc, il faut croire qu'il n'y a pas de... Ah si, encore une petite question ou un commentaire. Excusez-moi. L'efficacité du programme. Est-ce que vous avez des KPI, des choses qui vous permettent, en règle générale, quand vous avez mis un programme en place? Juste comment vous évaluez l'efficacité du programme mis en place? Ça, c'est vraiment une bonne question. Déjà, il y a beaucoup de cas qui ne sont pas signalés. Donc, il faudrait déjà se poser la question pourquoi ces cas ne sont pas signalés. J'ai des idées pourquoi ce n'est pas signalé, parce qu'on a peur aussi de dire « je suis harcelé », parce que ça donne tout de suite un tampon à la personne. Donc on pourrait déjà donner ça comme KPI, mais là je ne sais pas du tout, je viens de parler avec Carmen avant, quel taux est normal en fait, quelque part, enfin normal si je puis dire ça, de cas de harcèlement sexuel dans une entreprise. Donc je ne sais pas
quelle est la différence entre cas signalé et cas réel. Et pour moi, ça dépend, qu'est-ce que c'est une procédure efficace pour moi. Après, quand il y a quelqu'un qui fait une plainte, et je pense qu'elle est correcte, la plainte, et je dois classer l'affaire, je trouve que ce n'était pas efficace. Efficace, c'est quand les deux personnes, l'auteur présumé quelque part s'excuse et dit après, je ne vais plus le faire. Et après, la situation est réglée. Là, pour moi, ce serait efficace. Mais c'est une bonne question. Il faudrait discuter là-dessus. Donc, peut-être une dernière question, parce qu'on a déjà dépassé les 45 minutes, et donc on a une deuxième partie encore de soirée. Donc tout au fond, sinon après, mais comme vous souhaitez, vous posez encore votre question. Bonsoir. J'ai juste une question sur la définition d'agression. Je pense que je vous rejoins, Anémie, quand vous dites qu'il est difficile de comptabiliser ces agressions. Mais je voudrais mettre aussi sur le devant de la scène qu'il y a des mini-agressions passives. Une fille qui se retrouve dans une réunion entourée de monsieur peut avoir une remarque sur sa tenue en public devant tout le monde. Ça ne va pas être de l'agression sexuelle, on est d'accord, mais c'est une agression. C'est une agression passive, active. J'ai aimé un commentaire sur ta tenue en tant que femme que je n'aurais pas fait si tu étais un homme. Et ce genre de comportement, pour moi, pour répondre à votre question, sont beaucoup plus nombreux que les agressions sexuelles aujourd'hui dans le monde du travail. En tout cas dans le mien. Merci. Si vous voulez réagir, ou Morgane, ou n'importe Anémie ou Stéphane. C'est effectivement du sexisme ordinaire. Ordinaire, ça s'entend dans les deux sens du terme. Aussi bien, c'est tellement courant qu'on n'y fait pas gaffe, et c'est tellement fréquent qu'on n'y fait pas gaffe. Donc effectivement, en France, on parlerait d'agissement sexiste. Il y a un concept en France qui est le harcèlement sexuel environnemental ou harcèlement sexuel d'ambiance, qui est caractérisé par la répétition de propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés. Et donc là, effectivement, une répétition de ce type d'agissement sexiste, ça pourrait constituer ce qu'on appelle du harcèlement sexuel environnemental en France. Et vous avez raison, c'est extrêmement fatigant. C'est vrai que ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est l'affaire de tous, et aussi évidemment des managers qui sont assez peu formés à traiter ce genre de problème. Et c'est pour ça qu'on disait, si on a tous à peu près des armes, des outils en commun, et si on peut arrêter ce genre de choses en disant, s'il y a une telle réflexion, que ce soit la victime ou les personnes autour qui puissent dire, écoute, ces propos ne sont pas acceptables dans un cadre professionnel. Et je te rappelle que les règlements intérieurs le stipulent, le sexisme est proscrit en entreprise. Et c'est vrai qu'effectivement, si on arrivait à avoir ces mécanismes qui arrivaient plus souvent, peut-être qu'à un moment, ça rentrerait un peu dans les mœurs aussi. Et c'est un des impacts, c'est la fatigue, l'épuisement. Il y a beaucoup de femmes qui nous disent, des femmes plus âgées en sensibilisation, qui nous disent « moi je perds de la motivation à un moment, j'en ai marre de devoir m'imposer en réunion, je suis fatiguée, j'ai laissé tomber, je les laisse parler entre eux, puis voilà ». Donc il y a tout ça, toutes ces pertes d'idées, toutes ces pertes de compétences qui impactent profondément la créativité, les performances des entreprises, le dynamisme des entreprises, et tout ça c'est perdu, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui abdiquent à un moment, à force de s'être battues et de voir que rien ne change, en tout cas en France, c'est pas le cas ici, heureusement. Enfin, en France, il y a des choses qui changent, c'est pas vrai. Il y a plein de choses qui changent. Restons optimistes et positifs, mais nous arrivons donc à la fin de cette deuxième conférence. Je pense qu'on peut déjà conclure en disant que l'entreprise a un rôle crucial à jouer dans la prévention et de la lutte contre toutes les formes de sexisme, et qu'elle essaye d'embarquer tout le monde. Et c'est aussi, pour rebondir ce que tu as dit, Anémie, qu'il s'agit de rester très prudent du fait de la montée des tendances ou des courants masculinistes et risques liés aussi à la digitalisation et à l'intelligence artificielle qu'on n'a pas mentionné, mais qui représentent très certainement également un défi. Merci beaucoup et bonne continuation.